Bonjour et bienvenue à votre club de lecture Le Bouquineur. Encore une belle semaine de découvertes littéraires avec mes collègues Monique Barriot et Joanne Hamel. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors Monique, quel sera le sujet de ton livre aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler de La Maison des Voix de Donato Carisi, donc je vous amène en Italie. Et toi, Joanne? Je vais vous parler de Rêve, la loi du rêveur de Daniel Pennacchioni, mieux connu sous le nom de Daniel Pennac. Ah, OK. Alors merci beaucoup mesdames. Mais tout d'abord, nous allons rencontrer notre invitée de la semaine, Madame Charline Boivin, animatrice aux bibliothèques de Victoriaville, et nous parlerons du club des premiers rendez-vous de Chambéry. Alors merci et on retrouve Charline. Bonjour Charline. Alors aujourd'hui, avec toi, on va parler des rendez-vous des premiers romans francophones qui a été initié par le Festival du premier roman de Chambéry en France. C'est la deuxième année que la Bibliothèque de Victoriaville s'implique à ce niveau-là. J'ai eu le plaisir d'être avec vous les 2 années, mais là, on va parler plus un petit peu de ce que c'est, puis aussi de ce qu'on a vécu cette année. Alors, ces organismes, ce concours-là est parrainé par des organismes aussi. Hein? Oui. Dis-nous donc lesquels. C'est par l'UNEC, dans le fond, l'Union des écrivains et écrivaines québécois. Lecture plurielle qui coordonne le festival du premier roman de Chambéry en France, puis la Fondation Lire pour réussir, Lire pour réussir, c'est pour améliorer les habitudes de lecture et augmenter aussi le niveau de compétences aussi de la société en général aussi, là. Oui. Dans le fond, ce sont ces trois organismes-là qui chapeautent le concours littéraire. C'est ça. Et leur objectif, bien, c'est sûr, c'est de promouvoir la lecture, mais je pense aussi qu'ils veulent promouvoir la relève littéraire. Bien oui, bien, comme il s'agit des premiers romans, bien, c'est sûr qu'il s'agit de la relève littéraire. Donc, c'est que des premières publications. Donc, c'est sûr qu'on parle qu'il y a de la relève littéraire. C'est un critère que ce soit une première publication. Oui. Donc, et on parle de scène nationale et internationale ici. OK. Alors, en 2021, ça a été la 7e saison. Il y avait plusieurs clubs de lecture du Québec qui participaient. Il y en avait combien à peu près? Il y avait 20 clubs dans 12 régions du Québec. Ah, c'est quand même, pour un festival qui nous arrive d'ailleurs, c'est quand même une belle participation. Oui, quand même, oui. Donc, on parle des premiers rendez-vous, des premiers romans. Qu'est-ce que c'est au juste? Bien, cette année, ça a été des rencontres virtuelles, dans le fond, des discussions, des débats pour choisir parmi la sélection transmise des romans. Un petit peu moins lourde la sélection cette année. L'année passée, il y avait 20 romans, des romans un peu plus durs à lire aussi. Dans le fond, il y avait 8 romans québécois, franco-canadiens et 8 romans hors Canada. Donc, on en avait 16 au lieu de 20. Parce qu'on avait eu le commentaire que la sélection était peut-être un peu lourde à lire. Donc, les participants doivent lire ces 16 romans-là et on doit choisir nos 3 préférés dans chaque catégorie. En fait, dans les 3, on en choisit 3 dans les hors-Canada et 3 dans les romans franco-canadiens. Et on a 6 mois de rencontre avec débat avant de faire le choix. Et bien, dans le fond, toi, tu en faisais partie. Donc, tu as fait partie de ces débats-là. Nous, on avait une formule un peu plus adaptée. Dans le fond, on avait une formule un peu tournoi. Donc, on n'était pas obligé d'avoir toutes les lectures. Mais je pense qu'au final, on a fini par presque tous les lire. Mais parce qu'on s'était pris peut-être un petit peu sur le tard là, à cause de la pandémie. Puis ça nous permettait de ne pas avoir à lire tous les romans, mais les livres se lisaient tellement bien que finalement, on a fini par presque tous les lire. Oui. Puis c'était vraiment intéressant, les rencontres virtuelles qu'on a eues, parce qu'il y avait un bel échange avec les personnes qui étaient autour de la table virtuelle. Oui. Les idées, là, étaient vraiment... On avait de belles idées qui ressortaient, tout ça. Et non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cette formule-là, là, où est-ce que c'est comme un petit tournoi, puis bon, ben on décide entre un et l'autre, et puis pour à la fin décider des 3 meilleurs selon nous.
J'aimerais ça que tu nous parles des critères d'évaluation. Bien, les critères, dans le fond, c'est sûr que nous, au départ, on avait pris les critères qui étaient demandés par les lectures plurielles et tout, l'UNEC. Mais on avait la construction du roman, le traitement du sujet, la qualité de l'écriture, caractère novateur du texte, c'est sûr que c'est quand même très important. Promesse littéraire, et c'est la plus importante, le plaisir de lire. C'est sûr que celle-là, quand il s'agit de nouveautés, de premiers romans, bien, c'est la plus importante. Oui. Puis pour le plaisir de nos téléspectateurs, j'aimerais ça que tu nous rappelles, dans le fond, les 8 volumes qui avaient été choisis pour Québécois et Franco-Canadiens. Oui, on avait Madame de Rima Écoury, Rima Écoury qu'on a reçu aussi dans Plaisir d'écrire, bonheur de lire. Ça avait été super intéressant. Il y avait Punaise de Laurent Lemay. La mort de roi de Gabrielle Lisa Collard, Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte, Les falaises de Virginie de Champlain, Chienne de Marie-Pierre Lafontaine, Boîte d'allumettes de Martina Chumova et Ténèbres de Paul Cavzac. Oui. D'ailleurs, au club de lecture, j'en ai parlé pas mal de plusieurs que j'ai beaucoup aimés. Manam, j'avais beaucoup aimé. Méconnaissable. D'ailleurs, elle a été dans notre sélection aussi, là, de Valérie Jessica Laporte. Il y avait aussi J'ai parlé de Ténèbres de Paul Cavzac. Alors, vraiment une belle sélection. Et est-ce qu'on dévoile le gagnant de cette catégorie-là? Le gagnant de cette catégorie-là, c'est Paul Cavzac. Oui, on l'avait presque pressenti parce que même pendant qu'on faisait le club, on commençait déjà à en entendre parler dans les médias. Il commençait déjà à ressortir au niveau des libraires et tout ça. Donc, puis c'est un doctorant en littérature aussi de l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, il y a une écriture assez impressionnante. Puis ça avait été dans l'équipe quasiment unanime que c'était lui qu'on avait choisi. Là, oui, puis au départ, il y avait une réticence sur ce livre-là. Oui, parce que les gens n'avaient pas l'air intéressés à lire ce livre-là. Puis finalement, les premières pages avaient été lues, puis on avait comme été agréablement surpris. Oui. Puis finalement, c'est lui qui en est ressorti le gagnant, puis c'est lui qui en est ressorti le grand gagnant de la sélection franco-canadienne. Puis c'est ça, c'est quand on a commencé à lire, puis on a dit « Hey, lisez-le, ça vaut la peine! » Oui, oui. Ça vaut vraiment la peine. On l'a jugé trop vite. C'est ça. Alors, dans la sélection hors Canada, il y en avait encore 8 premiers romans. Oui, donc Mauvaise herbe de Dima Abdallah, Dans les géoles de Sibérie de Johan Barbero, Le tiers-temps de Mélisse Bessery, Rosa Dolorosa de Caroline Dorca-Fenech, La cuillère de Dany Héricourt, Rendez-vous à Colombo de Sarah Mallartre, Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin et Il fait bleu sous les tombes de Caroline Valentini. D'ailleurs, Monique Barriot, qui fait partie aussi de ce club de lecture-là, a parlé des 2 derniers romans au club de lecture. Ah oui? Oui. Elle avait beaucoup aimé, puis elle a parlé de ces 2 romans-là. Alors, c'est la gagnante de cette catégorie-là, c'est... C'était Rosa Dolorosa de Caroline Dorca-Fenech dans la catégorie hors Canada. Nous, c'était pas notre choix, si je me souviens bien. Nous, c'était dans les géoles de Sibérie, puis La cuillère, il me semble, nos choix, oui. Puis une belle variété dans les romans qui nous sont... ça ne veut pas dire qu'on va tous aimer, qu'on va tout aimer, mais il y a une belle catégorie une belle variété de lecture dans ce qu'on nous propose. Maintenant, les gagnants auront quel type de récompense? Bien, les gagnants ils vont être conviés à prendre part au Festival littéraire international Métropolis Bleu du 24 avril au 2 mai pour une activité virtuelle, bien entendu. Se joindront à eux les 2 lauréats 2020 du prix, Marie-Ève Thuot de La trajectoire des confettis et Victoria... Qui est excellent d'ailleurs. Oui, Victoria Masse du Bal des Folles. Les 2 lauréats de cette année vont aller au Festival du premier roman de Chambéry, bien évidemment. Si c'est possible, probablement. Bien, on va leur souhaiter que ce soit possible du 27 au 30 mai 2021. Et on souligne aussi le livre de Valérie Jessica Laporte qui a été très bien accueilli dans la programmation du festival aussi de Chambéry parce que son roman a été vraiment, vraiment très apprécié par les lecteurs de lecture plurielle.
On a parlé de ça, des rendez-vous du premier roman. Je pense que tu as une invitation à faire aux gens qui seraient intéressés à participer. Oui, mais c'est que nous, probablement que là, vers le mois d'août, à peu près, on va faire une invitation justement aux gens qui veulent participer au club de lecture. Donc, l'inscription va probablement être lancée à ce moment-là et juste surveiller la page Facebook des bibliothèques et le quoi faire pour faire l'inscription. Puis, on aimerait ça être plus nombreux et plus diversifiés encore cette année dans le club de lecture. Puis, ça serait très bien d'avoir plus de gens au rendez-vous cette année. Oui, ça peut paraître rébarbatif parce qu'il y a plusieurs livres à lire, mais on a quand même un certain temps. Alors, ça vaut la peine si on aime lire plein de choses. Non, ça peut paraître lourd, mais ça ne l'est pas du tout. Là. Alors, c'est une belle opportunité que vous donnez aux lecteurs de la région de participer à ce concours-là. Ça vaut la peine. Merci aux gens de la bibliothèque qui ont su initier ce club de lecture, de pouvoir participer, là, c'est vraiment agréable. Alors, merci beaucoup, Charline. Merci. Alors, nous sommes de retour. Rebonjour, mesdames. Bonjour. Monique, tu nous parles de la Maison des Voix. Oui, alors Donato Carisi, c'est un auteur italien. Je vais vous en parler quand même un petit peu parce que moi, c'est une découverte récente pour moi. Alors, il est romancier, journaliste, dramaturge, réalisateur, scénariste et auteur de romans policiers. Alors, il est occupé. Et il a commencé sa carrière d'écrivain avec une thèse sur Luigi Chianti. C'est pas un bon vin, là. C'est un tueur en série italien. Alors, ça donne le ton. Et en 1999, il a laissé le droit pour se tourner vers l'écriture. Et son premier roman policier, Le Chuchoteur, a été vendu à 200 000 exemplaires. Ça a gagné des prix et il apparaît souvent, ce livre-là, sur les listes quand vous pianotez sur Google les meilleurs romans policiers, nanana. Le Chuchoteur apparaît très souvent. Mais ce n'est pas de celui-là dont je vous parle aujourd'hui. Je vous parle de La Maison des Voix. La Maison des Voix, c'est un roman qui est construit un peu comme un puzzle. Vous avez le ciel, vous avez la rivière et vous avez le paysage qui entoure la rivière. Donc, vous avez 3 histoires. Le roman commence avec la première. On est dans une ferme éloignée de tous. C'est une famille, le père, la mère, la petite fille de 10 ans. Et la petite fille a été élevée dans la crainte des autres. Mais c'est une enfant heureuse, pas de problème de maltraitance ou quoi que ce soit, mais elle ne doit parler à personne, rester avec ses parents. Et un jour, les autres arrivent, et là, la mère va se réfugier dans la cave, dans un abri que le père a aménagé, et lui, il fait face aux autres, et là, le feu détruit la maison. Et on n'entend plus parler, c'est bon. Le chapitre suivant, on est à Florence, chez Monsieur Gerber, qui est, j'espère que je dis bien son nom, qui est psychiatre, spécialisé dans le traitement des enfants et il les traite grâce à l'hypnose. Et un jour, il reçoit un téléphone d'une consoeur australienne qui lui dit « J'ai une de mes patientes qui s'en va pour quelque temps à Florence et j'aimerais ça que vous assuriez le suivi de son traitement. » Il commence par refuser. « Non, 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 moi je m'occupe des enfants. » Et elle lui dit justement, elle est convaincue d'avoir tué son petit frère quand elle était jeune. Ah, là, ça commence à être intéressant pour le psychiatre. Donc, il décide de faire le suivi de cette patiente en question. Et la troisième histoire, qui est plus imbriquée, si vous voulez, avec le psychiatre, c'est la relation entre le psychiatre et son père. Le père est décédé, sa mère est décédée très jeune, et on s'aperçoit, à partir des dialogues qu'il a avec sa femme, bon, etc., on s'aperçoit que c'était pas une histoire d'amour avec son père, que c'était une relation tendue, difficile. Il lui reprochait même... il pensait que son père lui reprochait la mort de sa femme. Bon, en tout cas, c'est pas clair. Et, puis il se demande c'était quoi la relation qu'il avait avec une femme. Est-ce que c'était une maîtresse? Et sur son lit de mort,
il lui aurait dit quelque chose, une phrase qui l'a marqué pour la vie. Alors, on a ces trois... Alors, c'est pour ça mon puzzle de tantôt, là. Hein? Et là, tout le long du roman, il y a une petite information qui vous est donnée. Donc, vous placez une petite pièce du puzzle, une petite autre pièce du puzzle. Et moi, qui est un public en or pour ce genre de roman-là, je voyais là-dedans là, une histoire de fantômes, de surnaturel. Écoutez, c'est un suspense du début à la fin. Et quand tout ça se termine, on se dit, ben voilà, le lien est fait entre l'histoire numéro 1. Donc, on s'aperçoit, ben là, je ne vais pas trop en dire parce que je veux que vous lisiez le livre, avec l'histoire numéro 1, l'histoire numéro 2, et on comprend pourquoi le père avait une relation aussi chaotique avec son fils. Donc, on est tout le temps sur un fil. C'est l'équilibre entre une histoire bien rationnelle et l'histoire, tout à coup, là, où tu tombes... puis moi, ben, j'ai souvent versé là, dans le surnaturel parce que j'adore l'histoire de fantômes. Mais c'est pas ça, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors moi, je vous invite à lire ce livre. C'est vraiment... en tout cas, c'est une belle lecture d'été, là. C'est pas ça qui est transcendant, mais ça va vous divertir puis chasser les idées noires. Puis rassure-moi, à la fin, tous les morceaux du puzzle sont là. Oui, tu sais, la roche là, que tu as confondue avec une branche d'arbre, okay. Non, tout est bien réglé, tout s'imbrique parfaitement. Il n'y a rien de plus frustrant quand il manque un morceau. Ah non, c'est clair, c'est correct. Bon. Merci, Monique. Alors, Joanne, la loi du rêveur. La loi du rêveur. Alors, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, Daniel Pennac, qui est un auteur très, très connu. Son nom est Daniel Pennacchioni, qui est un écrivain français, mais Pennacchioni, c'est parce qu'il est né au Maroc. Il est très, très prolifique. Il a publié des séries, des sagas, des romans jeunesse, des pièces de théâtre, des bandes dessinées, et il a collaboré pour des films et des séries télé. On dit la loi du rêveur, mais tout le livre, selon moi, ce sont des montagnes russes de rêve et de réalité. Dans le sens qu'à la lecture de ce livre-là, on se rend compte comment il est très facile parfois de confondre réalité et rêve. Même à la fin de ce livre-là, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui est de l'autobiographie de l'auteur et si c'est du rêve. Mais c'est très divertissant. Ça commence par une soirée où Daniel Pennac, qui est avec un de ses amis, Louis, il a 10 ans. Il a invité Louis à passer la nuit chez lui parce que le lendemain, ils s'en vont en excursion familiale de plongée sous-marine. La maman, le papa, Louis et Daniel Pennac. Accroché au-dessus de son lit, il se trouve un dessin très coloré qu'il a obtenu de sa mère, qui elle-même l'a obtenu du cinéaste Federico Fellini, cinéaste italien très connu, qui avait pour habitude de toujours, en se réveillant, de dessiner ses rêves et d'écrire ses rêves dans un petit carnet. Comment ça se fait que la mère a obtenu cette information-là et en plus le dessin? Alors, c'est parce que la mère travaillait comme costumière pour les films de Federico Fellini. Alors, la mère suggère à Daniel de faire la même chose parce qu'elle sait que son garçon est très imaginatif, très créatif, puis qu'il a beaucoup de rêves. Alors, ce petit détail-là va influencer tout le livre et va nous permettre aussi d'en apprendre beaucoup sur Federico Fellini. En fait, ça nous donne même le goût. Moi, je n'ai pas vu de film de Federico Fellini. J'avais déjà lu sur lui, mais jamais vu de film. Alors, on parle des films La Strada, Roma, Amarcord, Vitelloni, 8,5 et Intervista. Il faut savoir que ça, c'est vrai. Par exemple, Fellini, c'était vraiment le cinéaste préféré de Daniel Pennac. Donc, on revient à la soirée qui précède l'excursion. Alors, les deux garçons, comme deux amis, là, ils s'échangent des choses. Et là, Daniel dit à Louis, « Moi, j'ai une affirmation à te faire. » Il va dire, « Ah oui, la lumière, c'est de l'eau. » Fait que son ami, il dit, « Wow, 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 wow. » Alors là, s'ensuit de l'argumentation. Et tout ça
va dégénérer en un rêve pour Daniel cette nuit-là, et c'est une préoccupation bien spéciale aussi pour Daniel tout le long du livre. Alors, on en reste là. Louis et lui demeurent amis toute leur vie. Et une fois par année, ils refont une nuit où ils se partagent, ils bavardent les rêves puis les projets. Puis Daniel se pose beaucoup la question, pourquoi le souvenir de nos nuits demeure-t-il si longtemps alors que dans le jour, on a de la difficulté à se rappeler des petites choses? Lorsqu'il raconte à ses parents puis à ses amis ses rêves, ceux-ci croient qu'il a un don et sa mère lui propose même une rencontre avec Fellini. Ça n'aura pas lieu. Il se marie, il a des enfants, des petits-enfants, il devient professeur de littérature et il dit même à ses élèves, lorsqu'il leur enseigne l'art d'écrire, il dit « Utilisez jamais l'échappatoire des rêves pour la fin d'un livre. » On sait tout ce que ça veut dire, là, qu'on reste sur notre appétit, mais lui, tout le long du livre, il n'utilise pas l'échappatoire, mais il utilise les rêves et la réalité, puis on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Une fois retraité, il va monter un spectacle bien, bien spécial qui va se jouer le soir du 100e anniversaire de Fellini. Rêve ou réalité? Là est la question. Tout ça pour vous dire qu'en plus, pourquoi il a écrit ce livre-là, c'est à la demande de sa fille Alice, qui un jour a trouvé son carnet de notes qui lui avait été donné par sa mère. Alors, bonne lecture, bon rêve. Ce livre est très divertissant, surtout pas en dormant. Merci. Alors moi, je vais vous parler d'un livre, Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens. Delia Owens est née en 1949 en Géorgie, aux États-Unis, est diplômée en zoologie, en biologie, et elle a vécu plus de 20 ans en Afrique et a publié 3 ouvrages consacrés à la nature et aux animaux, et ça a été tous des best-sellers aux États-Unis. Là où chantent les écrevisses a été publié en 2020, et c'est son premier roman, et ça a été un succès de librairie foudroyant dans le monde entier. On dit que, là, je ne suis pas certaine, mais on dit qu'il y aurait une adaptation au cinéma qui est en cours. Alors, l'histoire, c'est à l'âge de 10 ans, Kia, qui a d'abord été abandonnée par sa mère, ensuite par ses frères et sœurs, et ensuite par son père, doit apprendre à survivre seule dans le marais, qui est devenu pour elle un refuge naturel et vraiment protecteur. Sa rencontre avec Tate, qui est un jeune homme doux, cultivé, c'est un jeune homme qui va lui apprendre à lire, à écrire, à aimer la science, la poésie, et ça va transformer la jeune fille à tout jamais. Par contre, pour ses études, Tate va être obligé d'abandonner Kia. Alors, pendant des années, là, les rumeurs les plus folles courent au sujet de Kia, qu'on appelle la fille des marais. Elle est vraiment, elle est dans une petite ville, près d'une petite ville côtière, Barclay Cove, et c'est une ville qui est aussi ségrégationniste. Et ça, c'est une ville de Caroline du Nord. Mais tout le monde croit qu'elle est sauvage, qu'elle est analphabète, tout ça, mais ce n'est pas le cas, puisque Tate lui a montré beaucoup de choses. Elle a été traumatisée par un père qui buvait, donc qui battait femmes et enfants. Donc, c'est pour ça que la mère, à un moment donné, est partie, puis qu'au fur et à mesure, les enfants. Ils vivaient dans une cabane près du marais, et elle a continué à vivre dans cette cabane-là. Ses passions pour elle, c'était de donner à manger aux oiseaux sur le bord de la plage, puis d'observer, puis d'apprendre de la nature. Puis on voit des références à l'auteur parce que elle connaît tellement la nature, parce qu'elle va examiner tout ça, observer, qu'à un moment donné, elle va avoir l'occasion d'écrire des livres scientifiques qui vont être publiés parce que c'est des livres qui sont vraiment là, au top parce que les gens ne connaissaient pas ça. Plus jeune, les services sociaux vont tenter de l'envoyer à l'école, mais elle n'est pas capable d'endurer plus qu'une journée parce que les enfants se moquent d'elle. Elle n'est pas bien habillée, elle ne sent pas bon, tout ça. Elle vit dans le marais. Alors, au fur et à mesure du roman, Kia est dans la nature, et la nature n'aura plus de secret pour elle. Vraiment, là, pour elle, c'est un espace de lumière où l'herbe pousse dans l'eau et l'eau se déverse dans le ciel.
Alors, vous voyez la passion, là, tu sais, c'est comme pour elle, là. Par contre, la solitude devient si pesante pour Kia qu'elle ne se méfiera pas d'un autre jeune homme qui est la coqueluche de Barclay Cove et qui a toutes les filles qu'il veut et qui va vouloir naturellement avoir la fille des Marais. Il l'aime beaucoup, il lui promet plein de choses, mais la vie va faire que ça n'arrivera pas. Alors, et c'est justement sur la découverte du cadavre de Chase en 1969 que l'histoire commence. Les dates sont très importantes parce qu'il y a alternance. On va voir, ça va commencer en 1952, quand elle est jeune, battue avec sa mère, tout ça. Puis, à chaque chapitre, on voit, là, on est rendu en 69, tout ça. Il va y avoir un procès, il va y avoir une grosse tension qui est insoutenable, puis on va voir que la fragilité d'une justice rendue par les humains, là. Et je ne vous en dis pas plus, mais la finale est explosive. On s'y attend vraiment pas. J'ai beaucoup aimé, malgré que, à un moment donné, j'ai été agacée un peu par les invraisemblances. Je me disais, bien, est-ce que ça se peut vraiment? Mais c'est captivant du début à la fin. Je vous le recommande. J'ai bien aimé. Alors, merci, mesdames. C'est tout pour aujourd'hui. Et je termine avec cette réflexion de Chantal Guy, journaliste à la presse. La littérature demeure pour moi cette chose inerte qui ne bouge que lorsqu'on y pose les yeux. Bonne semaine.